Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Char, chef économiste de Lombard Odier. Bonjour. Bonjour David, Vous allez bien? très bien vous-même. Toujours en Suisse? Toujours en Suisse Bon, on ne désespère pas de pendant vous encore retrouver un un petit jour bout ou de temps l'autre, là. hein. Bon, alors on sent les marchés de plus en plus nerveux. Bon, même si aujourd'hui les marchés actions rebondissent, il faut dire que le 10 ans américain est redescendu de 1,60 vendredi au plus haut à 1,40. Mais quand même, on sent les marchés de plus en plus nerveux face à cette flambée des taux d'intérêt. Est-ce qu'on est en zone rouge? Est-ce que ça va trop vite? Parce que le danger, ce n'est pas tellement le niveau absolu, 1,40, 1,50, 1,60. Ma foi, sur le 10 ans américain, c'est quand même au plus bas depuis très longtemps. Mais c'est cette rapidité dans l'évolution des taux. C'est vrai David, c'est pas tellement le niveau du 10 ans américain en fait qui est le point de pression. C'est l'anticipation des marchés quant à la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Les deux sont liés bien sûr. Enfin, les marchés sont en train de bousculer un peu la Fed en disant que peut-être, elle va monter les taux en 2022 plutôt que comme elle l'a annoncé plus tard, en 2023. Et la perspective d'avoir une hausse de taux plus tôt que prévu, c'est ce qui amène un petit peu de tension dans les marchés. Ouais. Et pourquoi il s'excite comme ça? Parce que quand on écoute Jérôme Powell, malgré tout, il est assez clair quand il dit voilà, pas avant le retour du plein emploi, une inflation suffisamment, durablement au-dessus des 2%. Pourquoi? Enfin, je veux dire, les choses sont claires. Donc c'est 2023, voire même certains disent 2024 avant une hausse des taux. Pourquoi les marchés s'excitent en se disant bah oui, ça sera 2022? Rien ne laisse à croire quand on l'écoute. Et il faut voir, déjà, les marchés obligataires ont mis énormément de temps à réagir au fait qu'on était dans une reprise économique. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut sur la reprise, qu'elle est incertaine, qu'elle est inégale, qu'elle est encore fragile, mais enfin, les principales économies de la planète sont sorties de récession au troisième trimestre de l'année dernière, même si c'est un peu plus compliqué pour l'Europe. Et les marchés obligataires n'ont pas bougé en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est vraiment que depuis quelques semaines que enfin les marchés réagissent. Et pourquoi est-ce qu'ils réagissent? Eh bien, parce que les Américains viennent avec de nouveaux plans de stimulus, donc un filet de sécurité économique encore plus important. Et donc, du coup, ça donne encore plus de crédit à cette reprise économique. Et enfin, les marchés obligataires ont fini par réagir. Ouais. Cette nervosité, encore une fois, donc elle n'est pas excessive, c'est quelque part un retour à la normale, différé, une prise en compte différée par les marchés obligataires d'une réalité économique de rebond, notamment aux États-Unis. Oui, complètement, David. À partir du moment où on est dans une reprise, si on prend un peu de recul, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe traditionnellement dans une reprise? Les niveaux d'activité accélèrent, les anticipations d'inflation montent, les marchés obligataires réagissent, les bénéfices des sociétés repartent, la partie cyclique du marché surperforme, et tout ça, finalement, on est en train de le voir. Ce qui a un peu changé la semaine dernière, c'est vraiment cela, c'est le pricing de marché, c'est-à-dire c'est le marché qui intègre des hausses de taux beaucoup plus tôt que prévu. Tant que quelque part, c'était des anticipations d'inflation et des taux longs qui bougeaient, la Réserve fédérale américaine et les marchés étaient un peu dans un fauteuil. Mais à partir du moment où on commence à intégrer un resserrement monétaire, c'est un peu là où ça panique. Mais ils n'ont pas tort, les marchés, pour le coup, là, les marchés sont la somme des investisseurs. Hein. Est-ce que ces marchés n'ont pas tort, justement, d'anticiper, de pricer une hausse de taux américaine en 2022? Oui, franchement, David, ils sont allés un peu loin. Alors, on peut être d'accord, pas d'accord, mais voilà ce que j'imagine être la séquence qui amène à la première hausse de taux. Je veux dire, déjà, il faut que le chômage s'améliore. Il est quand même au-dessus de 6% aux États-Unis. On imagine qu'on doit avoir un taux de chômage en dessous de 4% avant que la Fed se sente à l'aise. Il y a toujours 10 millions d'Américains qui ont perdu leur job, qui ne l'ont pas retrouvé aux États-Unis. Exact. Donc, ça paraît un tout petit peu tôt quand même pour imaginer que ces 10 millions retrouvent un travail d'ici 12 mois. Ça, c'est un premier élément à intégrer. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu d'inflation. L'inflation sous-jacente des biens à la consommation aux États-Unis est à 1,5. Alors, pour que la Fed se sente à l'aise de resserrer sa politique monétaire, il faut quand même que ces 1,5 passent au-dessus de 2% et il reste au moins pendant quelques mois. Pas pendant 12 mois, mais au moins pendant quelques mois. Donc, ces deux choses doivent se passer. Et plus important encore, la Réserve fédérale américaine doit réduire son programme d'achat d'actifs. Vous savez que la Fed achète 120 milliards d'actifs par mois. Avant de remonter les taux, eh bien, ces 120 milliards d'actifs doivent devenir 100, puis 80, puis 60, puis arriver à zéro. Et là, quand ils seront à zéro, au bout de quelques mois, eh bien, ils peuvent monter pour la première fois les taux. C'est ce qu'on appelle le tapering. Ça met du temps. C'est le tapering, ça. Ce fameux tapering, la dernière fois, ils devaient taperer, donc ils devaient réduire leurs achats d'actifs de 80 milliards par mois, ça a mis 12 mois. Aujourd'hui, ils ont 120 milliards à faire, ça va mettre quand même du temps. Donc, commencer à anticiper que les taux peuvent monter en 2022, ça nous paraît quand même, des marchés qui ont anticipé trop de choses. Mi-2023, ça nous paraît beaucoup plus raisonnable. Bon.
Juste qu'on comprenne, parce que pour le commun des mortels, ça n'a rien d'évident, Samy, une hausse rapide des taux, pourquoi ça pénalise les marchés actions? Le mécanisme tout bête, c'est quoi? C'est le fait qu'on actualise les profits futurs avec des taux d'intérêt plus élevés, donc ça réduit la valeur présente, c'est ça? C'est une question d'actualisation de flux ou pas seulement? Oui, puis d'une manière générale, vous venez aussi d'avoir la discussion, les taux d'intérêt, notamment quand on les resserre, ont un impact très important sur beaucoup de choses. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes dans une voiture et vous commencez à appuyer sur la pédale de frein. Donc, c'est plus difficile pour l'activité de s'épanouir. C'est effectivement au niveau de la valorisation des actifs financiers, ça pose un souci. Au niveau de la soutenabilité de la dette, ça peut la perturber. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il faut vraiment que le corps économique soit en bonne santé et solide pour quelque part supporter un resserrement monétaire. Des obligations à 10 ans américaines ou en général plus élevées, c'est plus intéressant en termes d'actifs puisque c'est moins risqué. Donc on a aussi des gens qui peuvent en acheter parce que la rémunération est meilleure. Donc ça devrait logiquement éteindre cette flambée des taux aussi, non? Exactement, hein, mais je veux dire, aujourd'hui, si on doit se dire, mais quelle est la juste valeur d'un 10 ans américain dans une perspective 5 ou 10 ans, je veux dire, on peut largement se dire que ces taux ancrés autour de 2%, ça ne pose pas véritablement un problème. Donc, quand on est à 1,4, 1,5, on sent qu'il y a encore de la marge. Et effectivement, il faut que cette augmentation de taux se fasse, mais qu'elle soit peut-être pas trop rapide. Et c'est là où les marchés peuvent être soit rassurés, soit anxieux. Ouais. Pourtant, tout est fait, encore une fois, quand on écoute les banques centrales, tout est fait pour les rassurer. On voit bien, vraiment, Jérôme Powell a cherché à calmer le jeu. C'était la semaine dernière devant le Congrès. Hein. Oui, et puis je crois que les marchés sont allés un peu au-devant d'eux-mêmes. Ils se sont dit, ça y est, il y a de la reprise, il y a beaucoup de stimulus. Et donc, il y a eu un petit emballement. Et évidemment, on a ramené un petit peu en avant les perspectives du resserrement monétaire. Mais on sent bien que ces 2-3 derniers jours, ça y est, les acteurs de marché ont commencé à faire les maths. Ils ont commencé à avoir la discussion qu'on a maintenant, c'est-à-dire à se dire, mais combien d'inflation, combien de chômage, combien de tapering, donc combien de réduction d'achat d'actifs il faut voir avant de pouvoir monter les taux. Et on sent bien qu'on revient vers ce mi-2023 comme étant quand même un horizon temps un peu plus cohérent. Ouais. Après, dans le fond, des taux d'intérêt qui augmentent, ça veut dire que la croissance repart, encore une fois, notamment aux États-Unis. L'inflation qui va avec, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'on sort de la crise, qu'on revient dans un monde post-Covid, ce qui est plutôt heureux d'ailleurs, non? C'est une excellente chose. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans les marchés, sauf peut-être, encore une fois, la petite exagération qu'on a eue en milieu de semaine dernière parce qu'on a trop anticipé le resserrement, c'est quelque part le guide de base d'une reprise économique qui est effectivement assurée par les vaccins d'une part, et puis quand même par des filets de sécurité de politique monétaire et fiscale d'autre part. Donc on a cette reprise qui peut s'épanouir et dont on espère qu'elle est encore jeune, même si elle sera probablement inégale. Et donc du coup, effectivement, les marchés réagissent, les profits réagissent, et la partie la plus cyclique du marché se met à surperformer, ce qui est encore une fois, ce qui doit arriver dans une reprise économique est en train d'arriver. Ouais, d'autant que ça a un impact, on en parlera tout à l'heure, mais ça a un impact sectoriel différent en bourse d'avoir une forme de pontification, de remontée de la croissance, de l'inflation. On a vu les valeurs financières, les valeurs bancaires qui remontent en flèche pour le coup. Oui, donc dans une reprise économique, encore une fois, les taux l'eau montent, la courbe des taux se quantifie, donc ça c'est une bonne perspective de profit pour les sociétés financières. Ouais. Et puis généralement dans une reprise aussi, ce qui se passe, c'est que par cet effet d'offre et demande, vous avez le commerce mondial qui s'épanouit, donc les échanges internationaux qui redémarrent. Donc effectivement, tous les acteurs économiques qui sont liés au commerce mondial, souvent les petites économies, notamment d'Asie, la Chine évidemment, et puis quand même une partie de l'Europe, tous ces secteurs qui sont liés au commerce mondial surperforment les petites capitalisations boursières également. Donc on a vraiment cette cyclicité dans le marché des industriels qui fait mieux par rapport à, on va dire, des secteurs qui généralement font bien quand la reprise est moins identifiée. Ouais. Donc au final, dans ces discussions, on entre dans une forme de normalisation quelque part des taux d'intérêt sur fond de reprise forte, enfin plus forte aux États-Unis parce qu'ils ont un plan de relance qui est plus important que chez nous. Et quelque part, c'est que les taux d'intérêt n'ont plus de raison de rester aussi bas. C'est une forme de normalisation, tout ça. Hein. Oui, et pour être franc, ces taux d'intérêt, ils ont mis énormément de temps à réagir, encore une fois. On a eu un troisième trimestre en 2020 qui était plein de promesses et qui laissait quand même penser que ça y est, on était sorti du plus dur de la crise. On n'est pas sorti de la crise,
mais on était sorti vraiment du plus dur de la crise. Et effectivement, les taux ont peu réagi. Ils sont restés entre 0,5 et 0,8 pour parler du 10 ans américain pendant tout le quatrième trimestre de 2020. C'est seulement au début 2021 qu'ils réagissent, et ils réagissent au fait qu'enfin, cette reprise économique prend corps, notamment aux États-Unis, aussi parce qu'il y a plus de stimulus. Et là, il y a un vrai débat à avoir entre les États-Unis d'une part. Oui. Vous savez qu'il y a énormément de débats de là-bas où on dit qu'ils ont peut-être trop le pied sur l'accélérateur. Mais enfin, vous venez d'avoir le débat sur la dette pour l'Europe. Peut-être que l'Europe a un tout petit peu trop la main sur le frein. Ouais. Est-ce que les banques centrales laisseront faire? Il y a une double question à la fois pour la Fed, il s'est exprimé Jérôme Powell, mais aussi pour la BCE, parce que la reprise n'est pas du tout aussi forte en Europe, et nous, on se tape ce dommage collatéral d'avoir des taux longs qui montent, alors que notre croissance n'est pas du tout aussi forte qu'aux États-Unis, ce qui est assez terrible. Mais c'est souvent le cas, ce n'est pas une nouveauté, on a déjà eu ça par le passé. Oui, c'est vrai. Alors, du côté américain, la Fed ne réagira pas aux 10 ans américains. Elle réagira, encore une fois, aux anticipations de marché quant à la première hausse de taux et au nombre de hausses de taux. Et à partir du moment où cette hausse de taux commence à être intégrée en 2022, la Fed va réagir. Ça, c'est sûr. Elle va rappeler la séquence dont on vient de discuter, emploi, inflation et tapering, donc réduction d'achat d'actifs. Donc, c'est ça qui l'a fait réagir. Et en Europe, évidemment, l'Europe qui importe quelque part ces hausses de taux, eh bien, elle a déjà réagi. Vous avez Isabelle Schnabel la semaine dernière qui a dit que, évidemment, donc dans la communication, que la BCE pouvait encore baisser les taux, qu'il y avait encore des achats d'actifs. Donc, on sent quand même que la BCE est déjà en ordre de marche pour freiner un petit peu ce resserrement des conditions financières en Europe. Ouais. Le sujet de fond, évidemment, c'est aussi l'inflation. Il n'y a pas d'inflation galopante à redouter. Je mets de côté déjà la zone euro parce que ce n'est pas un sujet de zone euro. C'est plus un sujet, évidemment, peut-être américain avec plus d'acuité. La question se pose là-bas et ça nous mène évidemment au plan de relance voté à la Chambre des représentants samedi dans la nuit. Quand on voit les montants, pardon, mais j'avais oublié les chiffres, entre l'administration Trump et Biden, on va être à pas loin de 6 000 milliards de dollars. Nous, en Europe, mais il faut voir chaque pays, ce que fait chaque pays, et l'Europe en tant que telle, 750 milliards plus l'échelon national, enfin, on est largué complètement là. Disons qu'on est quand même beaucoup moins ambitieux. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aux États-Unis. Je crois que le débat sur l'inflation, il ne faut pas confondre les deux débats. Le choc a été profondément désinflationniste, donc les prix ont beaucoup baissé. Dans une reprise économique, c'est normal. Les prix doivent revenir à la normale, doivent se normaliser, et c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce qu'on va sortir du régime d'inflation dans lequel on est aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on va connaître un régime d'inflation beaucoup plus élevé? On reste dans un monde quand même largement mondialisé, compétition internationale, technologie, vieillissement démographique. On a du mal quand même à imaginer une inflation qui sortirait de ce régime assez contenu qu'on connaît depuis 20 ans. Donc, on est peu inquiet de l'inflation de long terme, mais par contre, on salue un tout petit peu plus d'inflation de court terme qui montre qu'il y a de la vie économique et c'est plutôt positif. En revanche, sur ce dernier point que vous avez mentionné, David, pour moi, c'est le plus important. On a quand même quelque chose de très intéressant qui se passe aux États-Unis. Ils y vont à fond. Alors peut-être que on verra, le pied est trop sur l'accélérateur, mais très clairement en Europe... Ils accélèrent trop, pardon, c'est intéressant, ils accélèrent trop les Américains? Ils en mettent trop sur la table, niveau relance budgétaire? Alors, ils ont fait 2200 milliards, ils viennent de voter 900 milliards, ils vont revoter 1900 milliards, et derrière, ils parlent encore de 2000 milliards. Donc, on est vraiment dans un énorme stimulus, c'est une grosse balle de bowling, alors que l'Europe, quelque part, est à 750 milliards, c'est une petite balle de ping-pong, quoi. Donc, voilà, vous voyez la différence. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que on peut avoir des débats sur la dette, mais on va voir la divergence économique entre les États-Unis qui vont accélérer et l'Europe qui va stagner. Cette divergence économique, le fait qu'elle s'écarte, m'inquiète, et je pense que l'Europe doit être plus ambitieuse. Macron peut aider. Il y a Mario Draghi maintenant en Italie qui peut aider aussi, donc il va falloir se montrer plus ambitieux. Ouais, en Europe, c'est à l'échelle. Il y a aussi l'échelon européen, mais aussi l'échelon national. C'est intéressant qu'en Europe, on cumule les deux aussi. C'est vrai, mais l'échelon national a été quand même très, très contenu. Les Allemands ont fait pas mal, les Français ont fait un peu, les Italiens ont fait encore moins, les Espagnols encore moins. Donc, encore une fois, les Américains, ils ont mis quasiment 20% de leur PIB sur la table en disant on va relancer l'économie, on va restructurer notre économie. Il faut construire mieux, faut faire plein de choses. En Europe, on est encore en train de discuter de comment on va dépenser 750 milliards. Et quand les 20 points de relance aux États-Unis, de 20 points de PIB, c'est l'équivalent en Europe en prenant là aussi l'échelon national plus le plan à 750 milliards d'euros. On est à combien pour comparer un petit peu les deux?
On serait à probablement 10% et moins, donc entre 2 et 3 fois moins quand même en Europe qu'aux États-Unis. Entre 2 et 3 fois moins. Résultat, la croissance américaine est attendue a priori au premier semestre à 5%. C'est crédible? Ah oui, absolument. Encore une fois, on regarde, vous pouvez regarder tout un set d'indicateurs économiques, que ce soit des données journalières, que ce soit, voilà, aujourd'hui, l'économie américaine est en passe de faire du 5-7% au premier trimestre. L'Europe sera plus proche de zéro. Oh là là, c'est terrifiant. Et sur l'année? Alors sur l'année, les États-Unis probablement autour de 6%, voire plus. L'Europe peut-être plus autour de 4,5%. Parce qu'on s'attend quand même à une réaccélération une fois que la vaccination sera mieux engagée. Donc peut-être deuxième, troisième trimestre européen, il y aura un peu de rattrapage. Donc l'écart de performance, et on se quitte là-dessus, l'écart de performance entre l'Europe et les États-Unis vient pas seulement, encore une fois, de la politique budgétaire. C'est pas seulement tout cet argent qui est déversé pour relancer l'économie. Non, il vient également du fait que la vaccination a plus d'avance aux États-Unis, qu'ils ont laissé l'économie un petit peu plus ouverte, mais c'est surtout vraiment les perspectives 2022-2023 où on sent qu'ils ont ce plan très ambitieux pour amener leur économie dans le 21e siècle, alors que, encore une fois, l'Europe a beaucoup le pied sur le frein. Il y a carrément un risque de surchauffe ou pas aux États-Unis, avec tout ce stimulus budgétaire, tout cet argent qui est réinjecté dans l'économie par l'administration Trump et maintenant Biden? Alors, je dirais plutôt que risque de surchauffe, parce que tout ça, c'est très transitoire. Quand on donne un chèque à un ménage américain, il va le consommer ou non, mais enfin, si on ne lui donne pas un chèque tous les ans, finalement, on est dans quelque chose de très transitoire. En revanche, la grande discussion, c'est comment est-ce qu'on devrait investir dans nos économies. Les Américains stimulent beaucoup la demande, et c'est vrai que il y a tout ce débat dans les économistes qui disent, oui, mais plutôt que de stimuler la demande, on ferait mieux d'investir dans la transition énergétique, dans la qualité des infrastructures, l'éducation, la santé. Et là, je trouve qu'il y a un débat très intéressant. Nous, d'ailleurs, on aurait tendance à favoriser l'investissement productif au stimulus de la demande. Et c'est vrai que l'Europe a une vraie carte à jouer ici. Si elle se montre plus ambitieuse, peut-être qu'elle pourrait favoriser l'investissement productif, l'investissement productif public, donc, plutôt que stimuler la demande. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, hein. Samy Char, chef économiste. Merci David, toujours un plaisir. Chez Lombard Odier. À bientôt, bonne journée, merci.